Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Reprise ce mardi aux assises d'Abidjan du procès de Simone Gbagbo, accusé entre autres de crimes contre l'humanité. À la barre, le témoignage délivré par un ancien milicien pro-Gbagbo. Au Gabon, la polémique continue autour de l'état civil du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, candidat à l'élection du 27 août. L'opposition conteste sa candidature devant la Cour constitutionnelle. Et le numéro 1 des centres d'appel marocains poursuit son expansion après la France et le Cameroun. Intelsia vise le Sénégal. Après plus de 2 semaines de suspension, le procès de Simone Gbagbo a repris ce mardi devant les assises d'Abidjan. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire est soupçonnée d'avoir eu un rôle central dans la crise post-électorale de 2010-2011. Ce mardi, la dame de fer, comme la surnomment certains, était face à un témoignage d'un ancien milicien qui l'aurait disculpé du financement de son mouvement. On écoute les précisions du principal avocat de Simone Gbagbo, maître Rodrigue Dagdji. On a demandé une réévaluation de son état psychiatrique, mais la Cour a décidé de passer outre et de faire l'audition du témoin. Donc nous avons donc, suite à l'audition de la Cour, ouvert les débats sur son audition. Et donc au cours de ce débat-là, il a bien confirmé que ma cliente Simone Gbagbo n'a jamais financé son mouvement militaire. Il n'a jamais également donné l'instruction à son mouvement militaire. Donc le témoin a clairement déchargé ma cliente. Et donc moi je suis largement satisfait. Il a dit un certain nombre de choses sur certains événements de la crise post-électorale qui nécessitent d'être clarifiés pour la manifestation de la vérité et même pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc nous allons continuer à l'interroger pour qu'effectivement il clarifie un certain nombre d'informations qu'il a données. Même si ma cliente a été déchargée et qu'aujourd'hui ce témoin ne l'accuse plus, je ne m'arrêterai pas là, je vais continuer à les questionner jusqu'à ce qu'il nous dise un certain nombre de choses. Donc en réalité ce témoin c'est un affabulateur et il n'est pas à sa première circonstance en ce qui concerne ses affabulations. En République démocratique du Congo, l'opposant Vital Kamerhe se dit prêt à participer au dialogue national, dialogue resté sans effet depuis son annonce. Voilà maintenant 9 mois. Vital Kamerhe rejoint ainsi avec son parti l'Union pour la nation congolaise, la ligne adoptée par le rassemblement qui regroupe les principaux partis d'opposition, le rassemblement qui a conditionné ce dialogue à l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2016. Et à quelques semaines de la présidentielle gabonaise, la candidature du chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba est contestée. 2 candidats de l'opposition, Jean Ping et Guy Zumbandama, ont saisi la Cour constitutionnelle. La nationalité du président fait toujours polémique dans les rangs de l'opposition. Gladys Mamba. Contestation autour de la candidature du président Ali Bongo Ondimba devant la Cour constitutionnelle. Les avocats de Jean Ping et de Guy Zumbandama, tous 2 candidats à l'élection présidentielle du 27 août 2016, se sont rendus devant la Cour constitutionnelle lundi 18 juillet 2016. L'objectif étant de faire refuser la candidature du président Ali Bongo Ondimba, validée le vendredi 15 juillet par la Commission électorale nationale. Elle n'est pas conforme à l'article 10 de la Constitution de notre pays. Je rappelle que cet article 10, pour être candidat à la présidence de la République gabonaise, il faut être gabonais de naissance et non pas avoir été, en quelque sorte, naturalisé gabonais. C'est ça le problème essentiel. Ce n'est pas le problème de la nationalité de M. Ali Bongo. C'est le problème de la conformité avec l'article 10 de la Constitution. Selon l'opposition, plusieurs milliers de recours avaient été déposés la semaine précédente devant la Commission électorale nationale pour empêcher le président élu en 2009 de briguer un second mandat. Une action vaine puisque la CENAP a validé 14 candidatures, dont celle de l'actuel président Ali Bongo Ondimba. Si Ali n'a rien fait, alors pourquoi ont-ils peur que je sois candidat à l'élection présidentielle ? La Cour constitutionnelle est l'ultime recours légal possible et ne peut être saisie que par un candidat à l'élection présidentielle dans un délai de 72 heures suivant la publication de la décision de la CENAP. À dater du lundi 18 juillet 2016, la juridiction suprême dispose de 5 jours pour rendre sa décision.
Intelsia, le spécialiste marocain de la relation client, compte s'installer prochainement au Sénégal. Après le Cameroun, il s'agit d'une deuxième implantation en Afrique subsaharienne. Intelsia poursuit ainsi sa stratégie d'étoffer son offre francophone. C'est un sujet préparé par la rédaction. Après le Cameroun et la France, Intelsia met le cap sur Dakar. Avec la présence de groupes internationaux tels que le Dubaïet PCSI ou encore l'américain Ibex Global, la capitale sénégalaise est l'une des places fortes de la relation client en Afrique francophone, une aubaine pour le numéro 1 marocain des centres d'appel. Et contrairement à son cabinet basé à Douala, le bureau dakarois sera entièrement développé par Intelsia. La décision de nous implanter prochainement au Sénégal s'est imposée d'elle-même après l'expérience réussie du Cameroun. Le pays propose un vivier d'emplois de qualité. Et notre projet d'investir au Sénégal est d'autant plus justifié que plus de 250 de nos collaborateurs sont d'origine sénégalaise. Avec cette ouverture, le groupe consolide ainsi sa position de leader et maintient sa dynamique de croissance. En 2015, le chiffre d'affaires d'Intelsia a atteint les 69 millions d'euros contre les 64 millions l'année précédente. Et pour 2016, l'entreprise prévoit au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va être une opportunité très intéressante pour les jeunes, notamment de trouver un premier emploi dans ce type d'entreprise qui recrute notamment pas mal de jeunes, comme ici à Casablanca. C'est un stand qui va gérer pratiquement la relation clientèle de l'Afrique de l'Ouest pour le groupe marocain. Donc forcément, c'est un bureau qui va être très important, je suppose. Mais forcément, il y a beaucoup de jeunes. Donc pour eux, forcément, toute entreprise de cette envergure qui va s'implanter dans la capitale est forcément une très bonne opportunité. Et puis ça peut être aussi un encouragement pour d'autres entreprises, aussi bien du Maroc, à aller de plus en plus vers les pays de l'Afrique subsaharienne. Et ça montre aussi que les compétences subsahariennes sont aussi à la hauteur pour répondre aux critères de ce type d'entreprise. Créé il y a à peine 16 ans, Intelsia compte sur un réseau de plus de 4000 collaborateurs. Cette deuxième implantation en Afrique subsaharienne s'inscrit dans une stratégie d'étoffer son offre francophone et de développer une plateforme offshore. L'ouverture du site de Dakar est prévue avant la fin de l'année. Au Cameroun, de nombreux jeunes ont fait du recyclage de ferraille, une alternative au chômage. C'est le cas notamment dans la capitale Yaoundé. Beaucoup sont ceux qui bravent les intempéries afin de trouver le précieux sésame. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, ces ferrailleurs parviennent tout de même, grâce à cette activité, à répondre aux besoins du quotidien. C'est un reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Ce matin, au marché des ferrailles à Mokolo et Lobi, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, les ferrailleurs s'attellent paisiblement à leurs tâches quotidiennes. Recycler les amas de fer en dégradation. Ici, tout passe. Motocyclettes abandonnées, moteurs défectueux, batteries délabrées et carrosseries abîmées. Ce sont les vieilles choses, les vieilles tours, les vieilles voitures. Bon, les vieilles classes. Les enfants partent en brousse pour chercher. Les matins, on donne l'argent. Le soir, ils rentrent. S'ils rentrent le soir, on pèse. Et même ils gagnent leur bain avec ça. La matière première est collectée dans les broussailles et dans les quartiers par des jeunes qui se font appeler des attaquants. Souvent considérés à tort comme des délinquants, nombreux sont ceux qui risquent leur vie afin d'obtenir un bout de fer moisi. Tu peux passer même peut-être près du garage de quelqu'un, il t'arrête en fouillant même ton sac, il voit quelque chose que tu as acheté ailleurs. Puis c'est basé sur ça, il dit que tu as l'habitude de venir, que tu as volé sur le lieu et puis peut-être ça t'amène même jusqu'en prison. Plusieurs sont ceux qui sont là-bas à cause de la ferraille. Ces matériaux recyclés mettent de nombreuses familles à l'abri du besoin. En fonction des périodes, les gains peuvent aller de 80 000 à 100 000 francs CFA par mois. Les principaux clients ici sont des étrangers. On se bat. Par jour, on peut acheter 300 kg, 400 kg. Donc par mois, on peut avoir 8 tonnes. On envoie à Douala pour aller vendre, pour gagner un peu de moyens, pour payer le scolarité des enfants, donc pour envoyer au village à nos parents. Ça, moi, on peut gagner même 80 000, même 100 000. Bon, les grands clients sont des étrangers, les Libanais, les Indiens, les Chinois, ils sont les grands acheteurs. Mais les Chinois font plus dans les batteries, les vieilles batteries. Les Libanais ramassent tout. La ferraille recyclée ici à Yaoundé, au lieu dit Mokolo et Lobi, est directement acheminée à Douala, capitale économique du Cameroun, où elle subira des transformations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.